Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique. Premier épisode de 2026, épisode numéro 151. Nous sommes le 9 janvier 2026, je suis Horacio González et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Yannick. Yannick, tu es là? Et Bonjour oui. à tous. Bonjour Yannick. bonne année. Panda, tu te caches derrière la tâche Clever? Salut. Salut. Et notre invité de jour, François Fouquet. François, tu es là derrière ce super canard en plastique? Bonjour, tout à fait. Bonjour à tous les trois. Merci d'être là pour ce premier épisode de l'année. Et bon, avant de commencer, on va faire un petit tour de table. Yannick, c'est à toi de démarrer aujourd'hui. Oui, Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Je suis développeur Materia et R&D. Materia étant notre gamme de bases de données serverless. Et du coup, je m'amuse avec Fondation DB et tout le framework qu'on a pu construire dessus pour venir créer des produits pour Clever. Nickel. Panda, qui tu es? Moi, je suis développeur sur la partie compute chez nous, donc tout ce qui est virtualisation, déployer des workloads dynamiquement, tout ça. C'est chez moi. Et tu es un des responsables d'une de nos dernières sorties produits, non? Alors oui, ça fait un petit moment qu'on travaille sur un Kubernetes Manager, effectivement. Voilà. Et bon, François, à toi maintenant de te présenter, raconte-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, donc moi je suis François, je suis le CTO et un des cofondateurs de DataThings. DataThings, c'est une start-up. Maintenant, on commence à être un peu au-delà de ça vu qu'on a pas mal d'années d'existence, mais on est une des spin-offs qui a été créée par l'Université du Luxembourg, par moi et trois autres chercheurs. Et nous, on travaille autour de tout ce qui est digital twin et des technologies qui vont avec, c'est-à-dire qu'on fait des jumeaux numériques à destination le plus souvent des gestions et des gestionnaires d'infrastructures, donc par exemple la grille électrique, et ce sera le use case avec lequel on pourra parler aujourd'hui. Et pour faire ça, on a développé des techs de langage, de compilo et de bases de données qui sont un petit peu au mix entre les bases, on va dire relationnelles, les bases time series, graphes et vecteurs. Et puis, je serais ravi d'en parler aujourd'hui avec vous. Bon, je pense que ça va être super intéressant. Il y a d'un côté les jumeaux numériques et les use cases, et de l'autre côté de la tech dure. C'est un bon démarrage pour l'épisode. Merci. Bon, et comme d'habitude, on a presque une heure pour vous parler un peu des différents sujets de l'actualité tech et des sujets de fond aussi. Donc, on a préparé un joli backlog. Je pense qu'on n'aura pas du tout le temps de les parcourir en entier. Alors, qui veut démarrer? Qui veut se lancer avec un sujet? Bon, Yannick, je te vois sourire. À toi de démarrer avec un petit sujet. Je commence par quoi? À toi de me dire. Allez, SpecKit. Quand on est en train de développer avec de l'IA, il y a un petit problème, c'est que l'IA peut commencer à partir en vrille si on ne lui explique pas clairement ce qu'elle doit faire et comment elle doit le faire. Mm-hmm. C'est un travail qui est assez long à faire. On doit en fait s'improviser écrivain et lui écrire des pages et des pages de choses pour lui dire ça, t'as pas le droit de le faire, ça, tu devrais le faire de cette manière et ainsi de suite. En gros, comme utilisant ma métaphore, c'est des fois comme quand tu essayes d'expliquer ça au stagiaire qui vient d'arriver, qui n'a ni le contexte de la boîte ni rien d'autre, mais qu'il est extrêmement brillant pour écrire des codes. Exactement. Il y a un piège qui est qu'on doit se remettre à écrire des spécifications correctes, carrées, et qui est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait de manière extrêmement rigoureuse tout le temps, en se disant de toute façon c'est moi qui vais m'en occuper, donc allons direct, je vois à peu près où je vais, et du coup on est obligé de revenir un peu une formaliste, de savoir préciser sa pensée à l'écrit pour que l'outil marche bien en face. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, tout le monde avait sa petite méthode pour faire ça, mais ces derniers temps, j'entends parler à droite et à gauche, et tu es le dernier à m'en parler ce matin, de SpecKit. Donc alors, tu l'as commencé à l'utiliser, tu nous fais un petit retour d'expérience. Alors déjà, SpecKit, à quoi ça sert? Ça sert à implémenter ce qu'ils ont appelé le Specification Driven Development. Donc c'est vraiment ce qu'a dit Panda, c'est on doit réécrire des specs
pour partir vers l'implémentation, alors que on est plus tenté désormais d'essayer d'écrire les implémentations en ayant juste un cahier des charges. Donc on est obligé de revenir en arrière sur le fonctionnement, mais comme je l'ai dit, en fait on est obligé de faire de la rédaction. Sauf qu'on n'a plus le goût de la rédaction. Et il y a un truc qui est trop bien pour rédiger du contenu. Du coup, on va demander à l'IA de venir générer les specs par rapport à des directives qu'on lui a données précédemment. Donc, c'est la IA qui va écrire les specs pour que l'autre IA l'utilise et nous, on va donner les directives à la première IA pour écrire ces specs, c'est ça? Exactement. Le tool, c'est un binaire, enfin un software en Python qui s'installe via la commande UV. Et à partir de là, on a une commande specify qui vient se rajouter dans notre PAF. On lui dit qu'on va utiliser tel type d'IA, donc du Claude, du Gemini, du Amazon Q, et ainsi de suite. À partir de ce moment-là, il va venir générer tout un tas de fichiers qui vont venir faire de l'injection de commandes à l'intérieur du système d'IA. Donc, par exemple, si vous utilisez un Claude Code, vous allez récupérer des commandes en specify point quelque chose. Et ces points quelque chose, ça va être, par exemple, comment est-ce que le projet doit être fait. Donc, par exemple, dire je veux qu'il soit entièrement fait en TDD. Je veux qu'il soit observability first. Donc, ça veut dire que à la seconde où il commence à écrire du code, il y a déjà le tracing, il y a déjà les métriques qui vont être intégrées directement dans les implémentations. On a tendance à écrire tout le code et puis après, on doit se battre à aller foutre les traces un peu partout pour qu'on soit capable d'outiller le programme. Là, on dit à SpecKit, moi, je veux que l'IA le fasse tout le temps sans qu'on ait besoin de lui demander à chaque fois. Et par rapport à mettre tout ça dans un fichier agents.md, comme on faisait dans les vieux temps, c'est-à-dire il y a 2 mois? En fait, le truc, c'est que vu que on utilise Claude Code, moi j'utilise Claude Code pour presque tout, on demande à Claude Code, au travers de la commande specify, de nous poser des questions sur ce qu'on a envie de faire. Ok. Et ce qui est super cool, c'est que c'est incrémental. C'est que quand vous allez lui rajouter du contexte, lui, il va commencer à vous poser plus de questions sur le contexte d'application. Par exemple, si moi je lui dis que je commence à utiliser du Fondation DB comme back-end distribué de stockage, il va commencer à me poser des questions, à me dire est-ce que ça serait intéressant que je rajoute les bonnes pratiques de Fondation DB dans les specs de guide pour l'IA qui va venir faire l'implémentation. Et de proche en proche, comme ça, on vient créer tout le cadre en fait du programme. Donc ça, c'est une première étape. Et donc ça, par rapport à écrire moi-même, il y a des choses que peut-être j'avais oubliées si j'écris moi-même. Le fait qu'il me pose les bonnes questions, ça va m'aider peut-être à mieux définir les cadres. Exactement. Donc ça, c'est la première étape, c'est on lui donne les frontières qu'il ne doit pas dépasser pour venir implémenter les choses. Et après, on peut lui donner des directives sur qu'est-ce que l'on a envie de faire. Donc là, c'est le fameux cahier des charges qu'on a aujourd'hui pour faire l'implémentation à la main. On va venir lui définir le cahier des charges. Si on veut, on peut même lui donner du Cucumber et puis du coup, il a le BDD, donc le Behavior Driven Development, et il se démerde avec ça aussi. Il pourrait très bien venir sortir des informations directement depuis le Cucumber. Okay. À partir du moment où il sait comment il doit aller et où il doit aller, il va commencer à tracer un plan. Donc un plan généraliste. Là, je vois que tu essayes de te connecter à une base de données. Du coup, tu vas avoir besoin d'un driver de base de données. Du coup, je vais te créer toute la partie de gestion du modèle qui est associée à la base de données. Ok. C'est marrant, moi je vois, il y a mes profs à la fois d'UML et de gestion de projet il y a 10 ans qui me disent, tu vois, ça sert à quelque chose de faire des spécifications correctes et précises. Je le savais. Donc à partir du moment où il tac... Ah oui, pardon, vas-y. Fini, vas-y.
À partir du moment où il a le plan généraliste et que l'utilisateur il a dit oui, tu as bien compris ce que j'avais envie de raconter, ou alors on peut continuer à broder pour lui rajouter encore plus d'informations, il va te dire combien de personnes tu es à bosser sur le projet. C'est important parce que à partir du moment où il a cette information-là, il va pouvoir dire ah tiens, si tu veux splitter le travail entre 3 personnes, bah, il ne faut pas que les différentes parties des implémentations se marchent sur les pieds. Carrément. Et à partir de là, il va créer un breakdown en fait du travail à réaliser et venir dire bah là j'estime le temps de travail à temps, le temps de travail à temps, le temps de travail à temps, et pouvoir le dispatcher aux différentes personnes. Et donc chacun va pouvoir utiliser son propre cloud dans son pour aller venir implémenter les différentes choses au fur et à mesure. LLM as project manager, quoi. Oui, exactement. Et alors, c'est marrant parce que Project manager à Clever. tu Il y a du parlais LLM. Là, on parlait des specs, qui est la première étape de quand on commence à travailler sur un projet. Mais ça me fait penser à un autre sujet qui est plutôt à la fin, qui est le problème de la code review avec les LLM. Tous ceux qui utilisent des LLM voient probablement un peu de quoi je parle. En fait, l'idée, c'est que l'utilisation des LLM qui sont pertinents dans la génération de code nous mettent face à un problème assez structurant dans le métier, qui est qu'on se retrouve avec énormément de gens qui produisent beaucoup. Et alors on pourrait se dire c'est pas un problème parce que finalement on bosse tous dans des boîtes, on veut gagner de l'argent. Il y a un point qui est qu'il faut qu'on vérifie que le code est correct. Et ça rend la tâche difficile pour 2 raisons. Déjà, il y a beaucoup de code qui est produit et le code en moyenne que j'ai pu relire ces derniers mois produit par les LLM, il est souvent pas simple. Il pourrait être plus simple pour ce qu'il fait. Il marche, il fait la majorité du temps le travail, mais ça fait que la review est compliquée. La review, c'est déjà un équilibre assez instable dans un monde où il n'y a pas d'IA. Parce que en fait, on fait peser l'exercice de review sur les gens qui sont les plus compétents et qui ont le plus de temps à former. Parce que c'est les garde-barrières qui garantissent que à la fin, on met du code en prod qui fonctionne bien. Donc là, on a augmenté cette asymétrie-là avec les LLM et on se retrouve à avoir du mal à suivre le rythme de review qui est imposé à beaucoup d'endroits chez Clever pour ce truc-là. Donc il y a plusieurs pistes. Déjà, comme disait Yannick, si dans les specs et même dans un premier étage de pré-review, un truc sur lequel on est en train de commencer à travailler, on met à nouveau de l'IA, mais qui fait du filtrage sur des choses simples, tous les patterns de code qu'on veut pas voir. Par exemple, on peut considérer que nous, dans aucun programme Scala ou Java chez nous, on veut voir un throw explicite. Que toutes les choses qui throw, elles doivent être catchées, etc. Un certain nombre de règles. Ça enlève déjà du temps, mais sur les reviews de fond, déjà, trouver tous les nouveaux patterns émergents qu'on connaît pas et qu'on sait pas encore, qu'on veut pas voir, mais qui sont un problème, il faut un humain. Et puis de manière générale, essayer de garder le code le plus simple possible, ça fait aussi partie du deal. Et voilà. C'est marrant parce que tu as mis un lien sur ça. Moi, de mes listes les liens, il y avait un blog post publié avant-hier par Adi Osmani, un ancien de Google, qui part exactement sur la même ligne. En plus, c'est un grand post assez long et bien expliqué. Et Anthropic, dans les mêmes veines, ils viennent de sortir, eux, de open source un plugin Claude. Oui, Anthropic a open source un plugin Claude qu'ils utilisent en interne pour simplifier les codes et donc avoir des code review sur un code plus simple. Donc, ils sortent des premières étapes automatisées avant les code review. C'est d'abord, tu prends ce que Claude a généré et tu le simplifies. Et on s'est jamais retrouvé avec un jour une commande qui s'appelle /simplify. Mais... c'est ça. Mais voilà, c'est /simplify. Et ça va dans le même sens. Effectivement, la production de code, et j'ai aussi lu pas mal parce que sur le fait qu'il y a des profils qui avant ne codaient pas. C'est pas que nous, les codeurs, produisons plus de code, mais il y a aussi d'autres métiers qui avant ils produisaient peu de code, qui les produisent plus et que tu peux pas dire et que c'est des codes intéressants. Tu peux pas simplement dire non, mais c'est pas des codes de qualité. Donc, il y a une façon de comment tu intègres des codes générés avec l'aide de l'IA,
mais avec des backgrounds très différents, dans des projets, ça casse un peu Non, plein c'est de sûr. façons de faire qu'il y avait. Et tiens, ça me pose la question, François, vous, en DataThings, quelle est votre attitude par rapport à la IA et la IA pour les développeurs, pour aider à coder ou générer des codes ou pas du tout ou... Alors, la question est relativement multiple suivant les personnes dans la boîte et puis suivant les tâches auxquelles on a affaire. Pour être franc, on avait une approche très conservatrice sur l'usage de l'IA, en particulier dès qu'on parlait des couches cœur, des couches bases de données, parce que peut-être d'un point de vue un peu arrogant, c'était les parties les plus difficiles à maîtriser, Oui. les plus aussi non existantes, c'est-à-dire que c'est pas des patterns de code qu'on assemble, c'est souvent du code assez original et donc assez difficile, honnêtement, à rentrer dans des IA. Et puis c'est des zones où la moindre erreur peut coûter cher, pas forcément qu'en crash, mais en perte de performance très très difficile après à détecter. Et donc là, le ratio coût fait que on avait un usage un peu moins grand de ça. Après, par contre, et là c'est plus maintenant sur nos travaux actuels, au vu des avancées de l'IA sur la maîtrise d'un grand ensemble de types d'attributs, on va dire, de sources de données. Comme on fait beaucoup de projets sur lesquels on a beaucoup de sources de données nouvelles et pour lesquelles les mises à jour sont très fréquentes, on est beaucoup plus friand maintenant de l'IA pour nous aider à générer les schémas des bases de données, à faire les suivis de maintenance de ça, générer les importeurs. En particulier parce que comme nous, on développe des techs qui sont relativement exotiques, moins connus, si l'IA nous aide finalement à ce que les gens mettent le pied à l'étrier, on met beaucoup plus d'efforts là-dessus. Donc en gros, on en reparlera tout à l'heure, mais dans Greycat maintenant, qui est notre tech, on commence maintenant à développer beaucoup de tools et de skills pour Claude, pour faire le parallèle un petit peu avec SpecKit là, qui a été abordé juste précédemment. On n'a pas toutes les réponses encore, pour être franc. Ça bouge vite. On se demande à quel niveau on doit aider les gens à avoir un skills qui leur permet de mettre le pied à l'étrier. Mais ça fait complètement partie des roadmaps prioritaires maintenant là-dessus. Donc voilà, on a en gros deux réponses. Un très conservateur sur les couches très basses, parce que, comme on disait, les reviews de code, on est ligne à ligne sur du code C et on veut pas se rater. Par contre, sur les couches de modélisation, importeurs de données, UI, etc., là, la réponse est complètement différente. Non, c'est clair que sur les intégrations, c'est révolutionnaire. Hein. Ah, Toutes les intégrations avec des systèmes dont la code base est open source, ou au moins les interfaces sont open source, ça fait gagner un temps. En fait, je pense que l'utilisation des LLM, moi, m'a apporté un truc, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qu'on faisait, qu'on n'avait pas vraiment envie de faire, et qu'on faisait parce qu'il fallait que ça fonctionne. Mais typiquement, nous, un grand usage qu'on a, c'est le code de sérialisation. Il y a un moment où tu as ton code métier, tu l'as défini dans ton langage, tu sais exactement ce que c'est. Donc on dit jusqu'à là, on a partiellement de la semi-autodérivation, mais il y a quand même des fois des cas où il faut tout réécrire et c'est pénible. Et dans ce genre de cas, ça nous fait gagner un temps monstrueux. Et c'est des tâches pour lesquelles la plus-value qu'on a pour l'entreprise est vraiment limitée. C'est un peu robotique, quoi, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est à ça que je pensais quand je parlais des importeurs, c'est que souvent, en gros, on nous donne des dumps de CSV ou de fichiers parquets. Il y a un ensemble d'attributs là qu'il faut mapper avec les concepts du modèle de la base de données. Typiquement des trucs. Là, alors il y a une partie où il faut réfléchir, évidemment, etc. Mais il y a aussi toute une partie très très rébarbative quand on a des CSV à 150 colonnes. On n'a pas l'impression de mettre en nos capacités d'ingénierie quand on fait du copier-coller. À répéter ça X fois. Donc là, on regarde particulièrement sur ces couches-là. Et puis la même réponse pour tout ce qui est objet de transfert pour des API, avoir du typage côté TypeScript quand on fait du front. On a déjà pas mal d'outils, on va dire, basés sur les schémas, mais tout ce qui aide là-dedans, c'était vraiment rébarbatif, c'est clair et net, où je te suis là-dessus, où on est ravi de gagner du temps là-dessus, parce que normalement, la plus-value, on l'a passé plutôt sur le modèle métier, à faire en sorte que les raisonnements et les fonctions de simulation soient plus pertinentes. Ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup on était au début extrêmement réticents et à fur et à mesure qu'on l'utilise, on voit des choses dans lesquelles ça fait vraiment gagner du temps et d'autres qu'on préfère faire tranquillement soi-même. Et c'est très curieux comme la réflexion avance et ça va extrêmement vite parce que l'outil aussi il évolue extrêmement vite, quoi.
Je pense que sur le prototypage, on a gagné énormément de temps. Oui. Moi, je trouve qu'il y a plein de fois où j'avais des idées de choses qui pourraient nous améliorer un peu la vie. Et j'avais pas forcément le temps de les tester parce que beaucoup plus de choses à faire d'un point de vue produit, quoi. Et le fait de pouvoir sortir à partir d'une idée, un prototype en 45 minutes de quelque chose d'un peu conséquent et de faire un démonstrateur avec, ça ouvre la possibilité ça te donne plus de levier pour mettre en avant des idées qui sont intéressantes, je trouve. Et là, je me marre parce que justement, j'arrive hier au bureau et je vois Yannick qui dit « Regarde, ça m'embêtait de devoir faire plein de tests sur Kubernetes à la main. Je viens de me faire un outil de benchmark qui a ça, et une jolie UI. » Effectivement, c'est un truc que tu n'aurais pas fait avant si non. tu n'avais pas eu cette possibilité de le bootstrapper rapidement. Il y a d'autres sujets, par exemple, quand on fait un programme, on a besoin de faire le pipeline de CI pour venir vérifier les choses. Sauf que faire du développement de CI, en fait, c'est perdre son temps parce qu'à chaque fois, il faut relancer la CI, vérifier qu'est-ce qui s'est passé, remettre l'information dans Claude pour lui dire là, ça a pété là. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à Claude, crée-moi un MCP pour me connecter à GitLab et aller lire les logs directement des jobs. Et comme ça, tu as directement ta boucle de feedback. Ça fait gagner un temps infini, quoi. Mais jamais je me serais lancé à faire le développement du MCP GitLab parce que j'aurais pas eu le temps, parce que j'avais autre chose à faire à côté. Mais là, le fait que j'ai pu juste le mettre dans un coin, dans une autre console, et que je suis revenu 45 minutes après, et puis j'avais déjà le truc qui marchait, très bien. Des prototypages, de l'outillage de dev, des codes de la plomberie, de la tuyauterie des codes, comme ce que François disait, il y a un export CSV, on va l'importer dans la base, il faut mapper les schémas. Claude, tu peux faire ça pour moi? Carrément. Oh, c'est cool. Bon. Mon café est froid, Claude, tu peux me le réchauffer? Fais gaffe, ça arrivera bientôt, c'est l'étape suivante. Bon, oui. François, tu nous parlais donc de GreyCat et moi j'avais très envie que tu nous racontes, mais avant j'aimerais bien que tu nous donnes un peu le contexte parce que tout à l'heure tu nous as dit voilà, nous on travaille sur des jumeaux numériques et donc du coup on était obligé de créer des tonnes de technologies. J'aime bien avoir plus de détails sur ces du coup on a dû créer technologie. Tu nous racontes un peu comment on passe des besoins à la techno? Avec plaisir. Écoute, donc moi j'ai un bagage de chercheur. J'ai fait une thèse à l'INRIA en France et puis après on est venu travailler au Luxembourg autour de sujets liés à tout ce qui était télémétrie pour les réseaux. Et donc un des grands sujets à ce moment-là, c'était la collecte des compteurs connectés qui nous envoyait tout un tas d'informations temps réel sur les réseaux et pour lequel, on va dire, les acteurs parapublics se posaient des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là pour rendre le réseau plus résilient et puis préparer avec les transitions énergétiques, par exemple. Les mêmes questions se posent sur les réseaux d'eau, les réseaux de transport, etc. Donc on avait tout un tas de use cases qui partaient dans des sujets très similaires. Et donc on a commencé, avec notre casquette de chercheur, à un peu explorer en avance quel type de requête, quel type de software pourrait répondre à ces questions qu'on nous posait. Pour en illustrer une, par exemple, quand on dit on va faire une opération de maintenance dans une rue, qui va être par exemple la semaine prochaine à 14h, qui sera impacté, combien de temps, et comment est-ce que je peux minimiser cet impact? Ça, c'est une question très concrète qu'on nous posait. Et on s'est dit, c'est marrant ça, comme use case. Pour répondre à cette question-là, je vais aller chercher les télémétries de l'année dernière, les consommations des gens, je vais entraîner quelques prédicteurs des consommations pour dire la semaine prochaine, je pourrais dire qui consomme quoi, qui va brancher sa Tesla et allumer son panneau solaire en même temps, essayer de répondre à ces questions et puis tout d'un coup de se dire, quelqu'un doit avoir aussi le cadastre avec les câbles et puis qu'on sache où l'énergie va passer et puis vient très vite la question le câble il est gros à quel point et si tout le monde démarre sa Tesla en même temps, ça chauffe ou ça chauffe pas. Du coup, est-ce que c'est de la time series? Est-ce que c'est du SQL? Est-ce que c'est les trois en même temps? Ouais, alors on commençait par se dire, on va faire un peu de time series, on attrape des bases time series, on joue avec ça. Pour rien cacher, on pleure déjà quand même sur la quantité, parce que là, les time series, on parle plusieurs dizaines, voire milliers, voire centaines de milliers. On tombe vite sur des problèmes que les time series avaient plutôt été faits pour monitorer quelques séries temporelles avec une granularité fine, mais pas énormément de séries temporelles non plus.
Les bases relationnelles, bien sûr. Ensuite, on assemble les deux. En assemblant les deux, on se dit la latence entre les systèmes nous fait très très mal parce qu'on sait jamais de quelle sous-partie d'information on parle. Et puis, quand les modèles de simulation arrivent là-dedans, ça devient un vrai cauchemar. J'ai besoin d'autres machines. Et quand au milieu de ça, j'ai des algos de machine learning, on me dit non, mais les consommations des gens, c'est pas un truc que tu apprends globalement, c'est quelque chose que tu apprends unitairement. Chacun a des consommations très différentes. Donc, quand tu veux dire, je veux prédire la consommation du quartier demain, c'est pas la consommation d'un client lambda que je prends, c'est la consommation du client X, Y, Z. Pour chacun, j'ai un prédicteur. Donc, finalement, quand on a commencé les assemblages, on s'est vite dit, ça va faire très très mal. Ça va faire très mal d'un point de vue plomberie, parce que beaucoup de systèmes ingénierie. Ça va faire aussi très mal d'un point de vue évolutivité de ces systèmes. Ils vont coûter très cher et chaque fois que quelqu'un va nous faire une nouvelle demande, il va falloir modifier toutes les bases, les synchroniser. Finalement, on ne pourra pas répondre à ces demandes-là. Et ce qu'on a vite compris, c'est qu'à l'époque, les digital twins étaient embryonnaires, c'est-à-dire qu'on savait pas vraiment ce qu'on allait faire avec. Et même aujourd'hui, c'est comme l'IA. Toutes les semaines, on nous demande des nouvelles fonctionnalités. Donc en gros, bouger vite, c'était essentiel. C'est quoi un digital twin du coup? Parce que moi je connais pas du tout le concept. Le terme digital twin, c'est simplement de dire qu'on a un jumeau numérique qui est calé au plus proche d'une infrastructure, souvent physique, en tout cas réelle. Et donc, par exemple, un jumeau numérique d'une grille électrique, c'est un clone virtuel dans lequel je vais y faire, on peut parler d'une base de données parce que c'est pas loin, on va dire un modèle objet ou un modèle mémoire qui existe sur un ordinateur, qui régulièrement est alimenté avec toutes les télémétries qu'on connaît de ce monde-là, sur lequel je peux faire des tests de l'essai-erreur, donc on dit du what if dans le jargon, pour dire je fais un espèce de fork de ce monde réel pour tester quelque chose. De ça, j'en sors un KPI, une métrique, et de cette métrique, je vais prendre une décision avec. Et donc, les jumeaux numériques opérationnels, c'est des jumeaux numériques sur lesquels, en temps réel, on fait tout le temps un essai, erreur. Donc, par exemple, opération de maintenance, je coupe la grille, combien de gens sont impactés, est-ce que je peux le faire à 14h, 15h, 16h? Je connais le bon horaire, du coup, j'envoie un ticket de maintenance, quelqu'un part avec la voiture à 14h, par exemple, c'était le meilleur horaire, il va aller agir sur la grille. Et de temps en temps, on a aussi des réseaux numériques actifs, c'est-à-dire qu'on peut directement envoyer l'ordre depuis le jumeau numérique. Donc là, on appelle ça fermer la boucle complètement. Ok, donc c'est une extension des outils de simulation qu'on pouvait utiliser. Enfin, je pense dans mon cas en école d'ingénieur, en codage canal ou en traitement de signal, où tu faisais un laboratoire très 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 simple, mais de quel va être ton média de transfert de tes ondes radio, et t'appliques des fonctions pour simuler des perturbations, mais étendu à tout un réseau et utilisable directement d'un point de vue industriel, quoi. C'est ça. Alors, le terme jumeau numérique, il couvre pas mal de choses. Là, ce que je vous décris, c'est notre compréhension, notre usage à nous, qui est plutôt des jumeaux numériques opérationnels. Chez les académiques, il y a aussi des gens qui font des jumeaux numériques. Par exemple, c'est le modèle 3D, ça peut être le modèle d'un bâtiment, le modèle d'un avion, pour avoir toutes les agrégations d'informations et qu'on puisse tester des choses avant de le tester sur le système réel, parce que ça coûte moins cher. Donc, à la base, c'était vraiment un réplica, un simulateur, donc le terme était pas trop mal choisi. Nous, chez DataThings, on fait que des jumeaux numériques temps réel, donc c'est-à-dire tous les cas sur lesquels on applique. On n'est pas très loin du système de monitoring télémétrie. Et donc, c'est ça qui nous a amené à réfléchir à ces questions de tech. Et donc, par exemple, pour la grille électrique, pour donner quelques chiffres, donc on a commencé à étudier ça pour le cas du Luxembourg. Le Luxembourg, c'est 350 000 compteurs connectés qui envoient toutes les quarts d'heure 4 valeurs chacun. Donc, en gros, on ramasse très très vite des millions de data points qu'on doit garder puisque finalement, il faut toutes ces valeurs-là pour savoir qui consomme quoi et à quel moment. Si tu veux prédire une consommation, il faut que tu aies la consommation. Donc, il faut que tu aies la consommation, il faut que tu aies un bon passif, un bon historique, entre guillemets, de consommation. Et puis, le plus compliqué, donc c'est ça qui a amené à développer une autre technologie, c'est qu'en gros, la consommation toute seule, bon, c'est bien, mais finalement, ça ne m'aide pas grand-chose. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est quel est le contexte autour de ça. C'est-à-dire, quel périphérique. Est-ce qu'il faisait chaud, est-ce qu'il faisait froid? Est-ce qu'il faisait chaud, est-ce qu'il faisait froid? Est-ce que les gens étaient en vacances, pas en vacances? Est-ce que c'est sur la pause de midi ou est-ce que c'est le soir? Est-ce qu'ils sont dans un quartier résidentiel? Est-ce qu'il y a beaucoup de câbles autour? À quel câble ils sont connectés? Quel est le transformateur le plus proche? Toutes ces questions-là sont le contexte environnement. Et donc, voilà. En gros, c'est pour ça qu'on parlait d'une base pas mal structurée, quand même assez grosse. Et donc, pour l'histoire, finalement, on a commencé à s'orienter vers des bases au début relationnelles,
pour s'en éloigner assez vite en se disant que ça fitterait pas du tout, la plupart des gens dans notre domaine sont partis vers des bases graphes. Et puis donc de fil en aiguille, on s'est dit il nous faut une base graph, donc on va la développer parce qu'on n'était pas très satisfait avec celle qui était sur le marché, et en particulier pas satisfait parce qu'on avait besoin de time series. Donc on a une base graph étendue avec des capacités de time series. Puis est venue l'idée que de toute façon il nous fallait aussi les modèles de machine learning, les fameux prédicteurs, donc on a étendu le graphe avec ça. Vecteur. Puis voilà, ensuite les résultats vectoriels sont arrivés en disant Voilà. le fingerprint de quelqu'un c'est un vecteur, donc il me faut les informations vectorielles en plus et les nœuds vecteurs. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit si on fait ça avec des langages comme Cypher, c'est une horreur parce que finalement j'ai des extractions, des queries, etc. Et donc on a mis du temps, mais on a fini par accepter de se dire il nous faut un langage de programmation pour que le programme ne quitte pas le graphe, pour que au lieu de passer d'un mode où on extrait les données, on les traite tant bien que mal, on les remap dans la DB, ce mapping-là, il était infaisable pour nous, donc on s'est dit, non, mais en fait, moi, j'ai envie de faire un if dedans, c'est-à-dire dans la DB, c'est vachement plus simple. Si je peux faire une boucle et des if dedans, tout d'un coup, au lieu de devoir faire un langage de requête relationnelle ou autre avec des jointures, j'ai juste des if, else, etc. Et pour des gens qui ont un bagage impératif, pour nous, c'était beaucoup plus simple. C'est marrant de voir à quel point tous les gens qui règlent des vrais problèmes arrivent aux mêmes conclusions sur le processing de la donnée. Ça doit faire 3 ou 4 fois dans ma vie où je vois des gens qui bossent sur des systèmes où il y a un peu de données et qui ont des vrais use cases derrière en querying et qui finissent tous par dire non mais ça doit être exécuté là où il y a la donnée. Il y a aucun monde où c'est gérable sinon. Ça sort, c'est compliqué. C'est ça. Et donc voilà, on a fini par développer un produit comme ça, qui a eu beaucoup d'itérations, d'un prototype de recherche qu'on a codé, on en parlait tout à l'heure, dans des langages comme Java ou Scala, puis après avec des besoins de performance, on les a fait évoluer, et puis de fil en aiguille, presque une décennie plus tard, on a un prototype qui est codé en C, sur lequel le moindre byte alloué, on discute 5 minutes avant de savoir si c'est vraiment nécessaire, parce que vraiment, ça va coûter cher. Et donc, on a développé ça. On a fondé une compagnie autour de ça, qui s'appelle DataThings, qui met en œuvre cette techno-là sur tout un tas de case studies. Et on va dire un des plus gros, plus pérennes case studies, on a développé donc le Digital Twin pour la grille de Luxembourg. Aujourd'hui, on couvre presque 95% de tout le pays. Wow. Donc, c'est-à-dire que le Twin dont on parle connaît tous les câbles, tous les fusibles, tous les points de la grille électrique, toutes les sections, les matériaux. Est-ce que c'est de l'aluminium, du cuivre, où ils sont positionnés, qui a des panneaux solaires. Tout ça fait un énorme graphe, on parle en milliards pour ce graphe-là, et donc il est en production depuis entre 2 et 3 ans maintenant, et donc voilà, maintenant on construit tous les case studies autour de ça, pour les accords pour les nouvelles installations de panneaux solaires, les tests de charge pour la grille, etc. Donc voilà, c'est un case study qui nous a amené à bosser beaucoup autour de la tech, c'était cool, ils avaient beaucoup de données, beaucoup de demandes de simulation, et donc c'est ça qui nous a fait bien évoluer pour le côté framework. Et c'est comme ça que Greycat est apparu. Et c'est comme ça que Greycat est apparu, et pour aussi la fin de l'histoire, c'est resté un framework interne pendant très longtemps, c'est-à-dire que on l'a caché pour avoir, on a fait une start-up, donc il fallait quand même aussi avoir un peu un avantage compétitif pour ces produits-là. Et puis depuis une bonne année, 1 année et demie, maintenant on fait l'effort de se dire, ça y est, on en fait un produit pour les autres, avec l'idée que les autres développeurs le prennent en main, qui est une doc, qui se forme, qui l'utilise, que ce soit à la main ou au travers de LLM, pour qu'ils règlent leurs problèmes et qu'on reprenne une casquette d'éditeur logiciel là-dessus. Et donc, voilà. Et si c'est pas indiscret, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, montrer ce qu'il y avait sous le capot? Alors, c'était le plan dès le départ, c'est simplement qu'on voulait avoir le temps d'avoir des implémentations de référence. Parce qu'en fait, le problème de ce genre de produit, c'est que c'est un peu un contre-courant. Et donc, si on dit on a une idée et puis on a un bout de proto et puis on est chercheur et donc voilà, venez jouer avec nous, avec nos potes académiques, ça se passe bien, mais avec les industries, il y a peu de chances que les gens parient là-dessus. Donc, il fallait qu'on ait des déploiements très sérieux et des cas de référence en disant voilà, on a testé sur la grille électrique, on a des cas bancaires, on a des cas dans l'industrie 4.0, on a des cas sur des choses plus exotiques comme de la gestion d'arrosage d'arbres et de zones vertes. Donc on a essayé de balayer tout un tas de case studies pour dire voilà, si vous avez des choses là-dessus, on a au moins un point de référence. Et maintenant, venez jouer avec nous et vous savez qu'on part pas de rien.
C'est pas juste une idée farfelue, et je pense que c'était important parce que c'est dur de proposer une nouvelle tech, c'est dur de proposer en particulier des nouvelles choses dans les bases de données et le langage de programmation, donc il fallait qu'on ait ça pour avoir quelque chose de sérieux. Donc c'est ça le virage, c'est qu'on pense que maintenant on a eu assez de bagages, de projets, pour qu'on puisse être là aujourd'hui et vous dire venez jouer avec nous, on sera content. Ah bah, Et pourquoi Chagri du coup? Alors Chagri, bon, on est chercheurs, alors on avait toujours tout un tas d'approches bizarres pour les noms et les choses. J'imagine bien. Le premier nom de Greycat, c'était Many Word Graph Database, il y a très longtemps côté académique. Et pourquoi? Parce que cette base, en fait, elle fait des forks, comme je l'ai dit. C'est-à-dire qu'elle a toujours X coups d'avance. Il y a le monde réel et puis il y a les mondes hypothétiques. Et en fait, la bonne solution, elle est souvent au milieu de ces mondes-là. C'est jamais tout blanc ou tout noir, comme on dit. C'est-à-dire que finalement, c'est pas hypothèses et hypothèse, il faut tester. C'est ça. Et puis la bonne hypothèse, elle est souvent au milieu, d'où le gris. C'est jamais blanc ou noir, c'est gris. Et c'était un explorateur des cas d'usage pour trouver la zone grise, on va dire, le bon trade-off. Ok. Excellent. Bon, bah, merci. Et j'ai vu que donc il y a une version qui te permet de l'installer toi-même pour commencer à jouer avec. Tout à fait. Alors, comme on est une petite structure, on ouvre progressivement tout ce qu'on fait. Le but étant de permettre aux gens d'évaluer ça, de garder aussi une casquette produit de l'autre côté. Hein. C'est toujours un monde... on va normal. dire voilà, pas facile à naviguer. Et donc, on ouvre progressivement tout ce qui permet aux gens de jouer sur Greycat. Donc, aujourd'hui, c'est une version gratuite, mais complètement exploitable, même en production dans d'autres infrastructures. Cette version est gratuite parce qu'elle a tous les modules de base pour faire des twins. Nous, on se réserve bien évidemment certaines librairies avancées qu'on se garde sur des cas plus professionnels et plus avancés. Et puis, pour le côté source versus pas open source, on a déjà ouvert tous nos SDK, les formats de stockage, etc., pour que les gens soient surtout pas vendor-lock, parce que ça, c'était pour nous essentiel. Et puis, pour le cœur, on ouvre progressivement, mais surtout avec l'idée qu'on veut que les gens collaborent avec nous. Donc, souvent, on partage les sources avec les gens qui signent, par exemple, un accord de partenariat ou des amis chercheurs qui travaillent avec nous. Donc, c'est pas du source fermé, c'est pas du source complètement ouvert pour tout. Parce que, encore une fois, on est une petite structure, il faut que, globalement, on puisse assurer la pérennité de ça. Donc, on cherche cette ligne-là et on collabore avec grand plaisir avec les gens qui veulent travailler avec nous là-dessus. Et puis, pour les autres, on est aussi ravis de leur offrir du support et un produit pour qu'ils aient quelque chose qui tienne la route en production. Ça me semble un bon modèle. Et voilà, c'est pas... Si je comprends bien, du coup, votre modèle, c'est de proposer du digital twin à des industriels. En premier lieu, et d'extraire tout ce que vous créez comme outillage pour répondre à ces besoins et de développer entre autres Greycat comme solution basée là-dessus, quoi. Le financement vient de là. Alors, on utilise Greycat pour tous les digital twins qu'on fait à DataThings. On a une activité de servicing autour de ça où on dit aux gens, voilà, on vous met le pied à l'étrier, vous nous donnez vos données, votre use case que vous voulez résoudre, on fait le digital twin pour eux. Jusqu'à présent, comme je disais, on le faisait tout seul. Maintenant, on préfère leur dire, on s'associe avec d'autres équipes, par exemple des gens qui ont une force de frappe de développeurs bien plus importante que la nôtre. On les forme, on met souvent le pied à l'étrier parce que nouvelle tech, donc il faut commencer. Et puis après, on les laisse développer tout seuls, soit en interne, soit avec des partenaires de développement. Et puis nous, on reste en support, soit pour leur développer du code custom de librairie si besoin, ou même faire du training ou du support. Donc là, reprendre plus une casquette d'éditeur logiciel plus classique. Donc, je vois. Voilà, en gros, la partie qu'on défend encore comme notre produit, c'est le cœur, c'est le runtime d'exécution. Par contre, ce qui est évidemment non invasif et ouvert, c'est tout ce que les gens font avec, le code qu'ils écrivent dans Greycat et le schéma, tout ça reste bien évidemment leur propriété. Donc ça se marie assez bien avec des boîtes qui ont des frameworks de développement, des capacités de développement et qui veulent mettre en œuvre leurs développeurs pour des acteurs publics, parapublics, privés. Donc voilà. Ah ouais, c'est cool, ça évolue. On voit que le marché sur comment on monte des boîtes technologiques est en train de se structurer par rapport à avant. Enfin, pour moi, je sais pas, il y a 5 ans, le cliché c'était j'ai une idée, je prends 4 mecs, je fais une série A et c'est parti, je monte une boîte, puis je trouverai mon business model, tu vois.
Et puis ils font série B, série C, et puis en fonction de comment ils arrivent à convaincre les gens, le financement reste comme ça jusqu'au jour où c'est le drame, il n'y a plus d'argent, changement de licence, et puis voilà. On l'a vu quand même quelques fois ce truc-là. Et l'histoire que je me raconte sur vous, elle me fait un peu penser à Mistral, où ils ont un produit très public, le char, pour les gens, mais en fait ils sont structurés en financement et leur cœur de métier, en fait, c'est bosser entre autres avec ASML qui les a financés et ils tailorent leur outil dans ces use cases-là qui sont très industriels, qui sont à la fois une preuve de validité de leur technologie et à la fois un moyen de financement qui est périn, quoi. C'est la ligne difficile à tenir entre avoir une boîte et pouvoir payer les gens pour avoir quelque chose qui dure dans le temps, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que ce genre de logiciel, il aide un maximum d'autres projets, et donc, il faut qu'on soit là, qu'on le fasse vivre, que les développeurs soient payés, bien évidemment, à faire ça. Et puis, d'un autre côté, il y avait le côté open source sur lequel on veut pouvoir que les gens puissent collaborer aussi sur le long terme, mais monter une communauté open source, c'est pas si simple, donc oui, la ligne est pas facile, on a pris ce pari-là. Je dis pas que ça a toujours été facile, mais en tout cas, on essaie plutôt de partir de cette vision-là et après d'ouvrir pour ce qui est tenable. En tout cas, ça me semble aussi quelque part une façon de faire presque par besoin dans les startups européennes, quand ils parlent de séries A, séries B, et les B. On n'a pas les mêmes financements. Voilà. Quelque part, un peu par besoin, mais les startups européennes sont obligées d'être plus réalistes dans l'approche et chercher plutôt leur use case. Parce que tu ne peux pas dépendre d'un levé qui ne sera pas à l'auteur de n'importe quel concurrent de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, quelque part, c'est une approche raisonnée, raisonnable et souvent plus pérenne. En tout cas, ça, voilà, on voit bien, c'est relativement en phase aussi avec notre approche côté Clever et oui, il y a plein d'autres boîtes qui sont dans ces façons de faire. OVH. OVH aussi. Voilà. Et alors, pour être transparent aussi, il y avait un côté, alors même si on parlait de vitesse de développement et qu'avec les LLM, il y a des choses qui ont changé, mais faire une DB, c'est un processus qui se distribue pas très bien sur des grosses équipes de dev, ça prend du temps, et on l'a vu, je veux dire, des projets comme Postgre ont quand même commencé il y a pas mal de temps, le premier commit, c'était il y a un bon paquet de temps. Et donc, en fait, le côté explosif d'une startup à l'américaine avec des levées de fonds énormes et de la visibilité directe, c'était risqué pour nous quand on veut commencer quelque chose de scratch comme ça, parce que globalement, si on active ça trop tôt, on se brûle en plein vol, quoi. C'est-à-dire qu'on a des produits pas prêts et c'était beaucoup trop dangereux. On savait qu'il nous fallait du temps. Bon, maintenant, on serait quand même content de gagner en visibilité, bien sûr, et donc on est un peu jaloux, bien sûr, quand on voit les levées de fonds américaines. On va pas mais voilà, on pouvait pas activer ça tout de suite. Donc, non, je pense que ce modèle-là, il est pertinent dans le fait que il y a une forme de temps long dans l'ingénierie qui est pertinente sur les systèmes complexes, qui est que en fait, à force de travailler sur le problème, on acquiert une maturité, un niveau de connaissance sur les sujets sur lesquels on travaille, et que ça passe souvent par des réécritures, ça passe sur tomber dans certains pièges, itérer, et ça, même si tu mets 100 millions sur la table et 300 mecs, ça résout pas nécessairement la connaissance que tu as de ton milieu et de ta maturité opérationnelle, quoi. Et puis, comme on disait, c'est des acteurs quand même qui ont des problèmes aussi, beaucoup de types de données, donc de les traiter en parallèle. Par exemple, si on avait eu plusieurs réseaux électriques en parallèle qui nous auraient posé plein de questions sur des axes différents, on n'aurait jamais pu avancer sur ramer d'une seule direction et puis finalement avoir quelque chose qui se mature. Donc là, d'avoir un golden customer qui nous aide un petit peu à se dire, voilà, on avance là-dessus, on va le plus loin possible et à chaque problème, on améliore la solution et on va au-delà. C'était beaucoup, beaucoup plus facile d'un point de vue ingénierie, surtout quand il fallait faire face aux réécritures, parce que pour rien cacher, la première version n'est pas sortie, on va dire, net du premier coup. Donc, bien sûr, il faut itérer, bien sûr, on a des retours, et donc, oui, c'est un process très, très, très itératif. Normal. Ce type de technologie, c'est difficile de ne pas le faire de façon itérative à fur et à mesure. On tâtonne, on connaît mieux, donc on réécrit.
Et pour être franc, on s'est toujours dit, bon, on attrape une brique logicielle qui est pas très loin de ce qu'on a besoin, on va essayer ensuite de l'assembler, de faire un peu comme ce qu'on fait avec les LLM aujourd'hui. On fait un prototypage rapide et puis on fait quelque chose qui va de bout en bout pour montrer à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Mais quand on parle de graphes de 200 milliards de data points, il n'y a plus place à ça. Et donc, progressivement, il a fallu reprendre chaque brique et dire, bon, en fait, c'est quoi donc on a besoin là-dedans, on reprend ça. On parlait des vecteurs index. Bien évidemment, si j'ai un vecteur index qui est indépendant du graphe, ça va me coûter trop cher, les temps d'insertion de ça, la gestion mémoire de ça. Donc, on a bien fini par devoir pas les recoder, puisque ce serait arrogant, au sens où la plupart des algorithmes existent, mais en tout cas, de changer la logique pour laquelle ils s'intègrent dans le software lui-même. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, Grey4 est quand même super simple. Et donc, c'est là où je parle de gros case studies et de cas avec plein de données. Mais à la fin, si vous téléchargez Grey4, c'est un petit exécutable de 3 mégas. Il dépend de glibc et basta. Donc, on est quand même sur quelque chose pour des gens qui ont mis en place des gros stacks technologiques avec 10 conteneurs et le zookeeper au milieu qui essaie de jouer l'arbitre quand c'est pas si facile. On voit pas du tout de quoi tu parles, mais pas du tout. On sait que plus on accumule des choses, plus c'est pas que c'est mauvais, mais c'est pas facile tous les jours. Donc à la fin, pour nos use cases à nous, on a fait une brique assez monolithique, ce qui fait un peu hurler mes anciens collègues parce que je viens des idées, tout ce qui était microservices, etc., et de découper la patate en autant de slices que possible. Là, c'est l'inverse. Grey4, c'est un monolithe, un seul exécutable, un ou plusieurs stores de stockage, et il fait tout en général le plus sobrement possible. Et pour vous donner une idée, voilà, je vois qu'il y en a qui ont souffert. J'ai aucune idée de ce que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de passé à mettre, hein. Il souffre encore. Je compatis encore et que on a essayé de se simplifier la vie. On n'a pas toujours réussi, mais en tout cas, on a essayé. Mais pour vous donner un ordre d'idée, la grille de Luxembourg tourne sur une machine. On a une seule machine. Alors, elle est quand même grosse. Hein. On a entre 64 et 128 cœurs et un bon quadrat, donc une belle machine, mais c'est pas un giga cluster de calcul. Et donc, on était assez content parce que finalement, c'est un gros case study sur lequel on se dirait, sans scalabilité horizontale, on n'y arriverait pas. Alors, la scalabilité horizontale nous apporte plein d'autres choses pour la haute availability, etc. Mais en tout cas, c'était pas nécessaire, stricto sensu, pour faire passer le calcul. Et c'est ça qu'on voulait aussi démontrer en développant Grey4. Je crois que tu nous l'as bien vendu. Je pense qu'il va y avoir pas mal de monde qui va télécharger et tester. Allez voir, commencer à jouer avec. Le site est magnifique en plus. Allez le voir. Merci. Et la mascotte, elle est géniale. Le petit chat et wireframe, il est trop mignon. Pour ceux qui sont curieux, je pense le mieux pour avoir une petite idée, alors le site, il y a quelques liens, il y a la documentation de manière un peu classique, mais à côté du lien téléchargement de la page install sur Grey4io, j'ai mis un lien vers un tout petit talk de 10 slides où on essaye de donner un peu le pourquoi. Ça peut donner une idée, ça se fait vite parce que comme il n'y a que 10 slides, après bien sûr on a des formations plus sur le côté modélisation, mais ça aide à savoir un peu pourquoi on en est arrivé là et en gros pourquoi on a fait un gros hybride entre une base graph, une VM Java et puis le serveur REST qui va au-dessus, parce que voilà, c'est pas toujours une évidence, mais ça peut aider à mettre un peu le pied à l'étrier sur le pourquoi du comment. En tout cas, disclaimer, moi j'ai un background, j'ai bossé des années dans une startup qui faisait une base de données time series, open source, et une des choses que les gens nous reprochaient le plus, c'était la difficulté de la courbe d'apprentissage extrêmement lourde. Moi, des systèmes qui sont simples avec une courbe d'apprentissage réduite pour des use cases qui peuvent être aussi complexes, ça m'épate et je trouve ça simplement super intéressant parce que quand tu fais de la techno pour des use cases aussi compliqués, réussir à faire une techno que les gens peuvent s'approprier sans trop souffrir, c'est pas évident du tout. C'est clair que, ouais, j'avoue que c'est assez impressionnant parce que, enfin, quand tu commences à creuser ces sujets-là, tu sais que
tu vas rapidement tomber dans je vais faire une transformée de Fourier inverse et puis derrière je vais faire de la régression linéaire de machin. Donc faut que ces outils-là soient présents, mais pour autant il faut que quelqu'un qui veut, je sais pas, faire une moyenne de température sur la journée d'hier, ça marche de manière à peu près efficace aussi. Ça doit faire tout un programme en notation polonaise inversée, si tu vois ce que je veux dire. Je vois pas du tout, mais... Oui, c'est ça. Bah après, c'est là où, comme tu disais, côté académique, on avait souvent plein de gens qui développaient en plein de langages. Et alors, encore une fois, on n'a pas toutes les réponses, mais souvent, la personne qui fait la fameuse transformée de Fourier un peu exotique, elle est avec un langage avec notation polonaise inversée, qui est elle aussi tout à fait... elle est faite voilà, pour son concept et sa façon de raisonner. Et pourtant, nous, on devra l'intégrer dans un système qui cause avec des data points, avec plein de classes, avec plein de stockage. Et nous, on cause plutôt avec des objets, des fonctions, des conteneurs. Et donc, il faut un peu faire la passerelle entre ces mondes-là. Et donc, bon, voilà, on a commencé Grey4 en se disant, nous, on focus sur les données, parce que nous, notre métier, c'est de faire des graphes, donc des gros graphes. Donc, on a fait ça pour nous. Et puis après, progressivement, on a fait plein de bindings pour les gens, en leur disant, bon, la transformée de Fourier, je suis pas forcément le plus grand expert, ou là, dans notre cas, la fonction de Powerflow sur les grilles électriques, je suis pas toujours le plus grand expert, c'est pas mon bagage, donc écris-la dans ce que tu veux, et puis moi, je vais découper un petit morceau pour t'appeler ça pas trop souvent, pour que, globalement, à la fin du ce prototype, il tourne raisonnablement vite, et que, voilà, on mette à dispo ces résultats-là, non pas pour un rapport annuel, mais maintenant pour tout le monde. Et c'était ça qu'on voulait avoir, c'est-à-dire que ce genre de calcul, faut se dire, sur la grille électrique, c'était fait annuellement, par exemple, parce que pas le temps, parce que le gars qui fait les transformées de Fourier, il n'a pas non plus que ça à faire, mais c'est pas si facile que ça de mettre ça derrière un API. Et donc on se dit, si on fait ces calculs-là régulièrement, et ben on passe d'un monde sur lequel on est un peu aveugle sur les résultats à quelque chose où on chiffre un peu, quoi. Donc ouais. En tout cas, je suis impressionné par l'approche. C'est carrément super intéressant. On va voir qu'est-ce que ça donne quand on l'installe, mais carrément super intéressant l'approche. Les sites bien clairs, ça explique bien. Et ça, c'est sûr, je vais aller l'installer et le tester. Tester, et puis n'hésitez pas à nous faire des retours. En particulier, on espère que des développeurs qui ont un bagage de langage impératif, quel qu'il soit, qu'on parle de Java, de Scala, de Rust et de Python, devraient normalement trouver leur bille assez vite. Et donc, on a fait certes un nouveau langage, mais finalement, il n'a rien de nouveau au sens conceptuel. C'est juste un langage impératif qui quitte pas la DB, mais ça reste un langage impératif qui est un peu très classique. Et si vous me dites il est classique, je serais content, parce que ça veut dire qu'on vous a pas perdu sur le chemin, et qu'au final, c'est juste le runtime qui est censé faire un peu sa magie entre gestion, stockage et mémoire. Je vais faire un stream Twitch. En tout cas, il y aura la VOD pour analyser toutes mes réactions de ah non, ah je comprends pas, ah si, ah bah oui, ah bah bien sûr, c'est comme ça. En tout cas, les exemples sur le site, ça se lit très bien le langage. Je dirais pas c'est classique, mais oui, c'est pas un langage qui a l'air compliqué à lire. Des bouts de Go. C'est rigolo. En fait, la seule notion on va dire, par rapport à un langage objet, c'est qu'on a une notion de nœud, parce qu'on est dans le graphe. Donc, finalement, un graphe, c'est des nœuds qui sont reliés les uns aux autres. Donc, on a des notions de nœuds qui sont des conteneurs. Dans les conteneurs, on peut mettre des objets. Et puis, on a des conteneurs qui sont des séries temporelles, géospatiales ou vectorielles. Ça, c'est l'idée principale. Et en gros, comment on fait les arcs entre les nœuds du graphe? C'est des attributs, des objets contenus qui permettent de pointer vers les autres. Là, ça ressemble à des pointeurs pour les aficionados de C++ ou de Rust. Ça ressemble à un pointeur sur lequel on peut naviguer sur un autre nœud, et puis de proche en proche, voilà, on fait un graphe. Donc, en gros, à la fin, là, une fonction, une requête, c'est censé être, on prend un point de départ, puis on déroule, on jump, on fait des boucles for, on fait des filtres. Si on a besoin de résultats intermédiaires, on fait un gros tableau, une grosse map, et puis on fait tout comme ça, en fait. Nickel. Bon, Yannick, si ça te donne envie de te relancer au streaming, ça fait quelques mois que tu es en poste, je serais très partant de ton streaming, j'apprends à utiliser Grey4. Bon, on est bavard, ça fait presque 55 minutes qu'on parle, donc je propose qu'on coupe cet épisode ici, et pour ça, il me faut une musique de fan. Donc, François, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment que tu voudrais faire partager à nos auditeurs? Qu'est-ce que tu voudrais les mettre dans les oreilles pour finir l'épisode?
Qu'est-ce que j'écoute J'écoute un groupe qui s'appelle NTO. Par exemple, l'album Apnea de NTO. Ça fait Apnea. partie des choses que je me mets en boucle. J'écoute pas mal d'électro, ça tourne souvent en boucle quand je code tard. Donc Apnea d'électro. Nickel. Bon, bah. Donc, on va vous laisser avec Apnea de NTO. Merci François d'avoir été là et de nous avoir mis des petites étoiles dans les yeux avec Greycat. Merci. Merci Panda, merci Yannick et merci à tous de nous avoir Merci. écoutés. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, merci.